Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Mini-sommet européen sur l'Ukraine, 2e édition. Après une première réunion à Paris, Emmanuel Macron vient d'en convoquer une nouvelle. Elle aura lieu dès ce mercredi avec de nouveaux pays membres de l'Union européenne et d'autres de l'OTAN. Et une réunion dans les jours à venir avec les partis et groupes politiques français. Nous avons toujours répondu à l'appel du président de la République, on ne s'est jamais défilé, maintenant on n'est pas dupe. On voit bien l'agitation du président de la République dont l'ego souffre d'être tenu à l'écart d'un événement international. Emmanuel Macron consulte donc encore ses homologues européens, bientôt les partis politiques français sur l'Ukraine. L'Europe bousculée par les négociations directes États-Unis-Russie. Le ton monte entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Fâché par ces discussions dans son dos, le président Trump se dit aussi favorable à des troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine. Alors parlons vrai, est-ce que la position de Trump qui décide tout en demandant aux Européens d'envoyer des troupes européennes en Ukraine vous semble cohérente? Et à cette question, Ukraine, l'Europe est-elle dans une impasse? Vous dites ouais, 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Eugène Berg est avec nous, diplomate, géopolitologue et ancien ambassadeur, auteur du livre Ukraine, février 2023, les racines du conflit. Et c'est aux éditions Hémisphère. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le diplomate Philippe Bilger. Je continuerai à être totalement dans la posture intellectuelle que j'ai adoptée lorsqu'on parlait de l'Ukraine dans les vraies voix. Je veux dire par là que je ne savais pas tout, j'émettais des analyses, j'espère les moins idiotes possibles, mais en même temps je n'ai jamais surestimé mon savoir. Je ne le dis pas par hasard parce que je constate qu'aujourd'hui tout le monde a des lucidités rétrospectives. C'est-à-dire que des gens qui soutenaient à juste titre l'Ukraine qui venait d'être envahie se découvrent tout à coup pro-russes, critiquent ceux qui dénonçaient l'emprise russe et la dictature de Poutine. Ça devient extravagant. Ceci étant dit, je crois que le cynisme qui va présider à la relation Poutine-Trump et qui se traduit presque de manière plus qu'inélégante, si on ose parler d'élégance dans le monde de la géopolitique à l'égard du président Zelensky, me stupéfie. Voilà un homme qui s'est battu durant 3 ans, qui a été aidé, certes, qui a reçu de l'argent, qui a été courageux, qui a lutté contre un envahisseur, qui est traité, pardon, j'allais dire, non, je ne vais pas le dire, comme une quantité totalement négligeable, et l'Europe, dans la foulée, est presque traitée avec la même désinvolture. C'est assez scandaleux. Bah dites donc, pour quelqu'un qui avait rien à dire. Non, ah vache, 3 minutes, mon trauma, et c'est moi qui suis longue. Vous disjonctez 2 minutes 47. Hein. Excusez-moi, mais oui, bien sûr. Allez, on y va. Allez, on y va. Moi, je plus sois à ce que dit Philippe Bilger. Je pense que je suis outré et puis il a des informations. L'AFP a été obligé de faire un rectificatif parce que Donald Trump a quand même annoncé que Zelensky était illégitime parce qu'il était à 4% dans les sondages, ce qui est faux. Il est plébiscité par une grande partie, en tout cas par une majorité des Ukrainiens, à 57 ou 58%. Il s'est battu, il est courageux. L'Europe, mais moi je pense que l'Europe ne passera pas par pertes et profits. Et je ne sais pas ce qu'en dira l'ambassadeur, mais en tout cas, moi je pense que c'est très bien ce qu'a fait Emmanuel Macron. La première réunion avec les pays importants et cette réunion aujourd'hui. Il envoie un start. Écoutez, sur l'Ukraine, c'est le rare dossier sur lequel je trouve qu'il ne fait pas d'erreur, moi. Sébastien Ménard. Ce qui arrive malheureusement au président Zelensky est une tragédie, puisqu'il est qualifié pas plus tard qu'il y a quelques minutes de menteur par Donald Trump et de dictateur. Voilà, c'est ce qu'il est en train de, c'est ce que Trump est en train de raconter. Trump rappelle une vérité. Une vérité, c'est celui qui paye qui décide. Et aujourd'hui, celui qui paye, je dirais, le principal soutien
à l'Ukraine, c'est Trump. Et Trump a dit depuis le début qu'il mettrait un terme à ce conflit et qu'il souhaiterait arrêter la guerre. Ne serait-ce parce que, attendez, ne serait-ce que parce qu'il ne veut plus payer. Voilà. Et je pense que l'opinion publique américaine ne veut plus payer. Et donc la réalité, c'est que plutôt que de discuter avec tout ou partie des belligérants, voilà, direct ou indirect, ils discutent avec le belligérant direct, à savoir la Russie. Voilà, entre grands de ce monde, tout ça me paraît pas complètement déconnant. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est moral, je dis pas que c'est éthique, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se dérouler. Eugène Berg, monsieur l'ambassadeur, va-t-on vers une paix russo-américaine en Ukraine? Enfin, c'est les Américains qui signent avec eux. Une paix russo-américaine sans que les Européens aient leur mot à dire. Et les Ukrainiens non plus, d'ailleurs. Écoutez, tout ce que vous avez dit est intéressant et vrai, quoi. Il y a simplement, sans rentrer dans le détail un peu trop technique, hier j'ai vu les réactions en disant comment on a écarté les Européens, c'est indigne et ainsi de suite. Attention, il ne s'agissait pas de négocier sans faire un vocabulaire, il s'agissait d'une prise de contact qui n'avait pas eu lieu pendant 3 ans, c'est malheureux. Biden ne voulait pas parler avec Poutine, Trump a une autre approche, qui est beaucoup plus expéditif, plus direct. Ils ont renoué les contacts pour voir si effectivement des négociations qui incluraient à un moment ou à un autre l'Europe et éventuellement la Turquie. Erdogan, Zelensky était quand même en Turquie, Ankara, il y a 2 jours. Donc, c'était pas négociation. Il s'agissait pour les 2 grands qui se considèrent un peu comme les maîtres du monde, pour la Chine aussi, c'est évident. Donc de reprendre contact, de reprendre langue, parce que Trump est pressé en quelque sorte, et c'est là qu'il se met un peu en position de faiblesse. Parce que Poutine a dit « moi j'ai tout mon temps, vous savez que je ne vais pas rentrer ». Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis, et déjà les Américains voulaient organiser un sommet entre Poutine et Trump dans la semaine d'après Riyad, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et les Russes ont dit « non, il faut le préparer, on n'est pas pressé ». Donc Trump mange un peu les cartes. Par contre, là aussi, il joue solo, quoi. Il dit un peu, j'irai n'importe quoi, 4% et suite. Heureusement qu'il a une équipe derrière lui qui est plus modérée, surtout Rubio, que je ne connaissais pas. Oui, il est très bien, Marco Rubio. Qui se comporte très bien et qui dit non, on veut une vraie paix, durable, on vous inclura, on ne veut pas une armistice, vous serez là. Donc, il est en train d'avoir des angles un peu plus diplomatiques. Il a déjà un politicien, mais il a en face de lui des gens redoutables. Lavrov et Ushakov, ils ont 4 ans d'expérience. Un mot, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, sur Lavrov. Il a un peu disparu, mais on a tous considéré, et vous le savez très bien, puisque vous êtes de la profession, et moi, quand j'étais, toujours que c'est probablement l'un des plus grands diplomates des 30 dernières années, Lavrov. Effectivement. Et je voulais juste saluer Marco Rubio, après j'arrête. C'est vrai, vous avez raison, il n'a rien à voir en apparence avec l'administration, c'est un vrai politico-diplomate, il est très intéressant, Rubio. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est se tromper alors que de penser que Donald Trump apparemment a l'intention de s'appuyer exclusivement sur le point de vue russe et qu'au fond il va liquider les choses en donnant totalement satisfaction à l'un des belligérants? Non. Il est évident que les Russes sont très habiles. Pour eux, ils gagnent l'information. Regardez ce qu'a fait Vance, il nous a passé un savon. On ne va pas répéter là-dessus. Donc il dit, voyez nos idées, anti-woke, anti-ceci, cela, vous savez comme moi. Donc ils adoptent un peu notre point de vue idéologique. Ça, c'est le point de vue de Trump, de Vance. Non, effectivement, Trump donne l'impression, mais vous savez, il donne des coups de godille à droite, à gauche. Mon opinion, c'est qu'il est entouré, heureusement, par des gens, ils lui sont très fidèles. Mais attention, Trump, il veut, tout le monde le sait, se tourner vers la Chine, mais pour l'instant, il n'est pas très dur avec la Chine. Hein. Il veut même l'inclure. Pour l'instant, il n'aura pas donné des sanctions commerciales très dures. 2, il veut le prix Nobel, certes. Il a Gaza. S'il va très vite, s'il lâche l'Ukraine, là, il risque d'être attaqué. J'ai regardé les sondages commencent à baisser parce que les Américains ne sont pas fous. Ils voient que le niveau de vie va peut-être augmenter avec les droits de douane. Donc là aussi, Trump, il est tout puissant.
Mais attention, c'est pas un dictateur. Il y a quand même des élections, il y a quand même une presse libre. Je lis New York Times. Il commence à lever la voix. Et donc, s'il lâche, eh ben, on va lui dire Trump, mais c'est un matamor, c'est un faux dur. Et si c'est ça, eh ben, il va pas résister à la Chine. Et puis finalement, il nous met des bâtons dans les roues, ben, on va pas le suivre vis-à-vis de Taïwan. Et ça, il y a des gens qui vont lui répéter habilement. Donc, il peut pas lâcher. S'il lâche, toute son image d'homme qui amène la paix, d'homme qui arrête les guerres, on prendra un coup. Et c'est ça qu'il faut dire. Bon, l'Europe, il faut qu'elle montre qu'elle existe. Malheureusement, elle est divisée. Je ne vais pas vous répéter, vous savez comme moi. Mélanie ne veut pas y aller, je ne parle pas des Hongrois. Les Polonais ont dit qu'ils ne vont pas envoyer de troupes parce qu'il y a eu un contentieux. Les Espagnols s'interrogent. Et puis bon, les troupes, c'est bien. Je ne vais pas vous affliger. Si on envoie 40 000 soldats, il faudra 7 000 Français. Ça va coûter 4 milliards d'euros à l'Europe. Combien de temps ? 3 ans, 10 ans avant qu'on établisse tout ça, tout ça nous paraît improvisé un petit peu. Pour l'instant, c'est les politiques qui font leur show, c'est leur travail. Les services secrets disent que la Russie va nous attaquer, c'est leur boulot. Finalement, ils sont là, ils sont payés pour dire que ça va mal. Autrement, s'ils disent que ça va bien, personne. Donc, il y a une distribution des rôles, et le moment de vérité arrivera. Par exemple, il y aura des commissions, je ne veux pas entrer dans le technique, il faut que l'Europe consulte, aille voir les États-Unis, ambassade ou pas, et disent voilà nos points de vue. Et à un moment, est-ce que ça sera à Pâques, est-ce que c'est en avril, il y aura effectivement on se mettra autour d'une table. Est-ce que ça sera à 3, évidemment, Ukraine, Russie, États-Unis, Ukraine, Russie, et le problème de l'Europe, qui ? C'est là le problème. Est-ce qu'on ne va pas mettre 27 chefs d'État ? On mettra la troïka européenne et on mettra qui ? Macron ? Merz. Là, l'Europe va se battre pour savoir qui va parler au nom de l'Europe. Merci beaucoup Eugène Berg. Merci beaucoup au diplomate, géopolitologue et ancien ambassadeur, auteur du livre Ukraine, février 2023, les racines du conflit, aux éditions de Hémisphère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pardon Sébastien Ménard, malheureusement on n'a pas eu le temps de vous entendre. Merci beaucoup Françoise Degois. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Dans un instant, des grands entrepreneurs français. Vous allez voir qu'ils sont très inspirants et pourtant ça a plutôt mal démarré. On en parle dans un instant. À tout de suite. Excusez